C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Donc 14-18, c'est l'époque des gueules cassées, évidemment aussi. Mais je vais faire un petit bond en arrière pour présenter un petit peu Jaurès. Voilà, un gars qui n'est pas parisien du tout, qui naît dans une famille, je veux dire, normale, et qui est pêché un jour par un inspecteur de l'enseignement, je crois, pour pouvoir faire des études. Donc voilà quelqu'un du peuple qui va accéder. Ouais. Or, dans ton ouvrage, justement, on arrive un peu dans un monde de la bourgeoisie ou des affaires, où on va découvrir au sein de cette entreprise familiale qui construit ses voitures, si j'ai bien mémoire. Ouais. Donc, il y a le frère et la sœur, qui ont un lien très fusionnel, autant le frère vis-à-vis de sa sœur et la sœur, voilà. Et nous découvrons évidemment qu'elle veut s'affranchir. Évidemment, c'est très à l'avant-garde pour l'époque. Ouais. Peux-tu nous parler de Jeanne? Oui, Jeanne est une jeune femme de 25 ans qui est effectivement très en avance sur l'époque dans la mesure où elle a envie de s'exprimer, de s'épanouir, de donner vie à ses rêves. Et pour ça, elle doit se battre à peu près contre tout le monde. Elle doit se battre contre ses parents qui l'empêchent de faire des études. Donc il va falloir déjà beaucoup insister pour entrer au lycée, puis ensuite pour faire des études supérieures, qu'elle fera finalement. Il faut se battre contre son père qui est un grand industriel et qui, selon elle, maltraite un peu trop ses ouvriers, donc il va falloir se battre pour restaurer la dignité de l'homme, et elle va être socialiste et militer avec Jaurès. Elle devra se battre contre sa mère qui voudrait la cantonner dans les travaux à l'aiguille, et sa mère a toujours été son contre-modèle, femme soumise, bourgeoise de province, qui a toujours tué ses rêves et ses envies, et donc elle va se construire en contre-modèle par rapport à sa mère. Et elle se battra aussi finalement contre son frère qu'elle adore, son frère Charles, puisque elle n'aura de cesse de l'encourager à poursuivre ses envies et ses rêves. Et Charles n'a pas sa force de caractère et sera trop faible pour exaucer ses rêves et sera soumis à l'emprise du père qui voudra le contraindre à travailler dans l'usine familiale. Et donc finalement, Jeanne se bat contre son environnement familial proche, se bat contre la société de l'époque. Lorsqu'elle se présente au baccalauréat, il n'y a que 5 candidates dans sa région en France pour se présenter. Lorsqu'elle veut suivre le lycée, il faut créer des classes en allant chercher des professeurs du lycée des garçons, et c'était aux familles de financer son éducation. Donc quand elle est rentrée à l'école normale supérieure, il a fallu l'intervention du ministre des Affaires publiques pour qu'une jeune femme rentre en études supérieures, etc. Elle va finançant en étant pigiste, je pense. Exactement, elle va gagner sa vie en étant pigiste à l'Humanité, où elle a rencontré Jaurès, et finalement, elle sent en Jaurès une nouvelle source d'épanouissement, puisque Jaurès a un discours très simple qui dit il faut libérer l'homme de l'homme, et faire en sorte que l'ouvrier puisse se défaire de ses chaînes, et au contact de Jaurès, Jeanne se persuade que l'homme a une vocation, c'est de passer du plus bas niveau de l'animalité au plus haut degré d'humanité. C'est lui qui a été un des premiers fondateurs des coopératives, je pense. Et oui, absolument, exactement. Il a unifié tous les partis de gauche de l'époque, et au moment où l'on parle, c'est-à-dire en été 1914, le Parti socialiste est la deuxième force politique du pays. Et donc quand Jeanne arrive à Paris, quand elle vit cette effervescence, que ce soit une effervescence dans le monde de l'art, la peinture, la poésie. En peinture, des peintres viennent du monde entier pour réinventer la peinture, et justement pour donner libre cours à l'expression de soi, plus qu'à l'expression figurative d'un modèle qui est retranscrit sur la toile. Ce qui va donner lieu à l'abstraction derrière, c'est comment j'exprime ce qui monte au plus profond de moi et je le pose sur la toile. Mais je pourrais dire la même chose dans la poésie, quand Apollinaire va réinventer la peinture de ses aînés, la poésie pardon, de ses aînés, en essayant de faire jaillir les soubresauts de l'âme et rompt un peu avec le classicisme du 19e siècle. Mais c'est l'essor des sciences aussi, où on soigne Pasteur, Marie Curie, on soigne de mieux en mieux. C'est l'essor, c'est le progrès, c'est l'industrialisation. On se déplace, on acquiert plus de liberté grâce à l'automobile, grâce à la téléphonie. Et voilà. Donc c'est cette effervescence-là qui t'a ciblé vers cette époque-là?
En fait, Qu'est-ce qui t'a ciblé vers le récit alors, en fait, Jeanne, plongée dans cette effervescence, est pleine d'idéaux. Et elle embrasse le siècle et ses promesses. C'est ça qui t'intéresse. C'est ça qui m'a intéressé. Et j'ai voulu la confronter à l'arrivée de la guerre à laquelle personne ne croit. Personne, même pas les gouvernants, même à 15 jours de la déclaration de guerre. Et j'ai voulu la confronter à ce mécanisme implacable qui va nier tout ce en quoi elle croit. Et c'est pour ça que finalement l'histoire, ce sont ces quelques semaines juste avant la guerre et juste après la déclaration de guerre. On est juillet, août, septembre. Exactement, 1914. Non, tout à fait. on ne va pas trop divulguer le pourquoi du comment des choses, mais elle va partir au front. Oui, elle va faire des choix. Oui. Comme infirmière. Comme infirmière. Donc en quelques jours, elle va apprendre à soigner. Exactement. Elle a, le mois d'août, elle va apprendre à soigner, penser, suturer, etc. Et elle va participer à la bataille de la Marne début septembre. Mais elle est déchirée avant de partir, là, parce qu'elle a rencontré Marius. Oui. Marius qui lui a veut un autre destin, je pense qu'il va, je vais dire, vers l'Espagne, en Espagne. Oui, pour partir en Amérique du Sud, pour fuir la guerre. Marius est étudiant aussi, il sait qu'il sera mobilisé. C'est ça. Il sait que ses chances de survie seront assez faibles. Il connaît la puissance des armes allemandes, puisqu'il est élève à l'école polytechnique, qui est une école militaire, donc ses professeurs lui enseignent l'armement et l'armement moderne. Et il dit à Jeanne, ce sera une boucherie, cette guerre, et je place la valeur de ma vie avant tout, et au-dessus de la nation. Et donc je suis prêt à trahir ma nation pour vivre. Et il fera ce choix, c'est pas un choix... Alors certes, c'est un déserteur, mais c'est pas un choix de peur qu'il fait. C'est au contraire la volonté de vivre et vivre avant tout. Et donc il choisira de partir. Et Jeanne, au départ, veut le suivre, puisque c'est son grand amour. Mais Jeanne a ce lien avec son frère. Elle sait son frère trop fragile pour partir à la guerre. Et elle sait que son frère ne survivra pas aux premières semaines de guerre. Donc, elle va se battre pour que son père démobilise Charles, son frère, puisque son père a une usine d'équipement automobile. Là, tu vas révéler une chose que je voulais cacher. Alors on la cache, alors on la révèle pas. Mais voilà, Jeanne va tout faire pour préserver son frère. Voilà. C'est le point de départ de mon roman, c'est vraiment le portrait de cette femme libre, courageuse, émancipée, volontaire, plongée dans le bain de cette grande histoire qui va complètement... Mais persévérante, encore une fois, quand elle va, je veux dire, au sein des ministères pour certains papiers. Et là, elle va rencontrer qui? Dreyfus. Oui. Parle-nous un petit peu de cette rencontre. Alors c'est une rencontre très improbable, puisque elle essaye de tirer des sonnettes partout où elle peut pour transformer l'usine paternelle en usine à munitions. Et pourquoi? Parce qu'elle se dit que si son père fabrique des obus, il servira à l'effort de la nation, et on pourra rapatrier son frère qui deviendra contremaître dans l'usine, et une sorte de combattant de l'arrière. Et Dreyfus, quel poste occupe-t-il? Alors Dreyfus, lui, donc elle va frapper aux portes de l'armée, et le gouvernement s'est réfugié à Bordeaux. L'état-major s'est réfugié en banlieue parisienne. Et il ne reste à Paris que le gouvernement militaire de Paris, dirigé par le général Gallieni, qui est aux Invalides. Et donc, elle passe sa vie aux Invalides pour avoir des nouvelles de son frère, qu'elle sait au front, et pour essayer de militariser l'usine de son père, pour faire démobiliser son frère. Donc elle frappe à toutes les portes, et elle tombe sur un vieux commandant qu'elle ne reconnaît pas, et qui a pour mission de récupérer les nouvelles du front et de les transmettre à l'état-major. Donc, c'est un vieil homme qui a un petit bureau niché sous les toits des Invalides, qui a 3 postes téléphoniques en face de lui, qui toute la journée décroche le téléphone, note une information, un chiffre, et va porter à ses supérieurs. Et c'est le gars qui a le moral sapé, ça 27 000 morts dans les premiers jours. Et oui, exactement. En août, il y avait des jours où il y avait 27 000 morts, c'est-à-dire 5 fois plus que Waterloo, mais en un jour. Et donc, elle apprend à vivre avec ce vieil homme pour comprendre, retrouver la trace de son frère, comprendre quel bataillon se bat où et quelles sont les pertes, et voir si son frère ne fait pas partie des victimes jour après jour. Et puis, en août, c'est la déroute totale. L'armée française est complètement vaincue, l'armée allemande fonce sur Paris, on pense que Paris
tout le monde a déjà quitté la ville, on pense que Paris va être déclarée ville ouverte, pour ne pas faire trop de dégâts à l'arrivée des Allemands. Et puis, tout début septembre, il y a un miracle qui se produit. Ce miracle, c'est que l'armée allemande qui fonçait sur Paris a bifurqué au dernier moment pour contourner la capitale. Sans doute pour encercler Paris vers le sud, par le sud. Et alors, il y a des aviateurs qui ont pris des photos de cette armée qui se détournait de la capitale, entrent dans le bureau de ce vieux commandant avec des clichés en disant ben voilà, nous avons les preuves que l'armée allemande finalement a dévié de sa trajectoire. Et ce vieux commandant dit mais c'est un miracle, on est en train de sauver Paris. Il apporte la nouvelle à Gallieni, le général, et Gallieni dit ben on va rassembler toutes les forces encore debout à l'est de Paris, et on va enfoncer l'armée allemande dans son flanc, puisqu'elle a contourné la capitale, et on va reprendre position. Et ça va être la bataille de la Marne. Et c'est ce qu'on a appelé le miracle de la Marne. Eh bien, les aviateurs ont apporté cette nouvelle à ce vieux commandant, et à un moment, le vieux commandant demande à Jeanne, mais pourquoi vous voulez vous engager comme infirmière? Et Jeanne dit, mais parce que je veux sauver mon frère. Et ce vieux commandant lui répond, mais moi aussi, à l'époque, mon frère a tout fait pour me sauver. Et là, Jeanne comprend. Elle reconnaît à peine ce visage, mais elle voit le nom sur la porte. Voilà. Et c'est Alfred Dreyfus qui a réapparu dans l'histoire. Et c'est vrai, c'est la réalité, c'est pas une fiction. Quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, je vais pas le mettre dans le roman parce que personne ne va me croire. Et pourtant, c'est ça. C'est bien ce commandant qui a été honni par l'armée, puis réhabilité, qui a apporté la bonne nouvelle, et qui, quelques mois plus tard, s'engagera pour aller combattre sur le front. On oublie la mort de Jaurès. Oui, alors, là, j'en parle pas, mais parles pas. Ça fait partie des grands événements de fin juillet. C'est-à-dire que Jeanne va militer avec Jaurès. Jaurès est encore persuadé que la paix peut être sauvée, car il mobilise les leaders socialistes de tous les pays européens. Il était à Bruxelles d'ailleurs 2 à 3 jours avant son assassinat. Et il pense que si tous les ouvriers se coalisent partout en Europe pour faire la grève, plus aucune arme ne sortira des usines et la guerre n'aura pas lieu. Et donc il essaie de mobiliser tous les grands leaders socialistes de l'époque. Et comme il a un coffre, comme il a une aura, comme il a vraiment une grosse capacité de conviction, on pense qu'il peut faire basculer les choses. Il ne se rend pas compte lui-même que le mécanisme implacable est déjà en route. Et Jeanne, à ses côtés, pense pouvoir sauver la paix avec lui et que tout est encore possible, etc. Et un soir, ils descendent en bas de leur journal, ils vont manger au Café du Croissant avec quelques autres collaborateurs, et là Jaurès se fait assassiner, et Jeanne assiste à cet assassinat, le vit, et c'est le 31 juillet, et à partir de là tout va basculer, et la mobilisation générale va être décrétée quelques jours après la déclaration de la guerre le 4 août. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce sujet-là? Le premier sujet qui a enclenché l'écriture, c'est Jeanne, c'est le personnage de Jeanne. C'est cette jeune femme de 25 ans que je voulais habiter, que je voulais... tu l'as trouvée où, Jeanne? Je l'ai trouvée dans mon roman précédent. D'accord. Dans mon roman précédent, qui s'appelle Où bat le cœur du monde, un personnage secondaire qui s'appelle Lou, à l'époque, est une jeune femme dans le Tunis des années 30, très émancipée, libre, etc. Elle ne joue qu'un rôle secondaire dans ce roman, et j'ai été assez frustré à la fin de ce roman de ne pas l'avoir fait vivre davantage, mais elle n'était pas au cœur de l'attention du roman, c'est pour ça qu'elle n'a pas joué un grand rôle. Et donc dans mon troisième roman, je suis parti de cette jeune femme en disant je voudrais que ce soit mon héroïne. Il fallait trouver l'époque aussi. Alors avant de trouver l'époque, je lui ai construit une famille. Et je voulais la plonger dans des nœuds familiaux inextricables. La relation qu'elle a avec son père, avec sa mère, avec son frère. Et ensuite, Jeanne et cette famille... Déjà, la relation des parents avec les enfants, c'est... Exactement. Parents, enfants et frères et sœurs. Et donc, une fois que je tenais ma Jeanne et sa famille, j'ai voulu les plonger dans le bain de l'histoire pour les faire réagir. Sachant que c'est une période, c'est quelques semaines de grande tension. Tout à fait. En été 1914, en fait, a changé les destins des gens et a changé les personnages, les caractères, les relations entre eux. Et j'ai voulu plonger cette petite histoire que j'avais conçue dans le bain de la grande histoire pour les faire réagir. Et c'est comme ça qu'est né le roman. Une belle synergie, en tout cas, entre les deux. Oui. Nous avons alors Jaurès qui est là. Oui.
C'est deux monstres tout compte fait, parce qu'elle a un sacré caractère. Oui, absolument. Et si la guerre n'avait pas eu lieu, elle serait vraisemblablement devenue une égérie politique pour les jeunes femmes de sa génération. Dans la construction du roman, Oui. tu connaissais déjà la fin? Alors, la construction n'a pas été simple, parce que je connaissais la fin, et j'avais écrit mes 15 scènes globalement. Oui. Jeanne enfant, quand elle va à l'exposition universelle avec son père, Jeanne adolescente quand elle est avec Charles, Jeanne étudiante, la rencontre avec Marius, puis avec Jaurès, et puis le militantisme, et puis le travail de pigiste à l'humanité, et puis sa thèse à l'école normale supérieure, et puis Paris. C'est chaque fois de beaux événements. Hein. Voilà, et j'ai ces scènes-là, et puis qui se prolongent, Paris en juillet 1914, et puis la montée, la guerre qui gronde, et puis la guerre qui éclate, et puis le front. Donc c'est ce qui est bien, c'est cette concision dans le temps, tout compte fait. Alors voilà, alors j'avais mes scènes. Sauf, c'est une concision dans le temps, sauf que je commence quand Jeanne a 10 ans, et elle a 25 ans quand la guerre éclate. Et donc, donc mes scènes ont été écrites en 18 mois à peu près. Si je les avais mises bout à bout, j'aurais fait un récit très linéaire qui n'aurait été finalement pas plus qu'une chronique d'une jeune femme de cette époque. C'est pas le roman que je voulais écrire. Donc je me suis dit, finalement, l'attention, elle est où? Elle est dans la confrontation des idéaux de Jeanne avec la guerre. Donc, j'ai reconsidéré ma construction. Je l'ai fait commencer en été 1914, quelques semaines avant la déclaration, quelques semaines après, avec des flashbacks pour ramener Jeanne dans son enfance. Voilà. Mais c'était encore trop long, parce que il y avait encore trop de semaines, et le récit était détendu. Et ces allers-retours avec des flashbacks du passé, qui tombaient eux-mêmes à des moments différents, nous perdaient. Donc je ne tenais pas mon récit. Et pendant 6 mois, j'ai essayé de construire, d'agencer des scènes pour avoir une histoire en tension. Et je n'y suis pas arrivé. Et pendant quelque temps, je me suis dit, ben, j'ai écrit une histoire, mais je n'ai pas de roman. Et puis, à la fin, je me suis dit, mais non, la vraie tension de l'histoire, c'est la tension entre Jeanne et son frère. Et il y a une scène clé parmi ces 15 qu'on ne va pas raconter, mais une scène clé entre Jeanne et son frère. Eh bien, où son frère lui demande quelque chose et elle doit prendre une décision. Et j'ai coupé cette scène en deux. La première partie, je l'ai mise au début, la deuxième partie, je l'ai mise à la fin, comme 2 ressorts pour tendre une corde à linge. Et donc, donc c'est bien Jeanne et son frère qui ouvrent le récit, Jeanne et son frère qui referment le récit. Et Jeanne doit prendre des décisions dans cette première partie-là du récit. Et finalement, tous les flashbacks entre ces deux extrémités vont expliquer pourquoi son frère lui demande ça et quelle décision elle va finalement prendre. Et ça a attendu tout mon récit. Et donc la construction m'a pris beaucoup plus de temps qu'un simple récit linéaire. Parce que je reviens encore un petit peu au temps, parce que moi j'ai connu différentes personnes, mais le caractère de Jeanne, je l'ai trouvé dans quelqu'un de bien déterminé. Oui. C'est ça que le caractère de la Vierge correspond beaucoup à deux ou trois personnes qui sont de ce signe-là. Bon, elle va même parvenir à fédérer aussi sa mère, qui n'était pas du tout de son opinion. Absolument. Voilà. Et c'est ça que je reviens encore à des histoires que j'ai vécues avec certaines personnes, où ces gens avec le caractère volontaire, et c'est ce qui l'a fait tenir, c'est ce qui l'a fait s'engager, parce que c'est une femme qui assume sa responsabilité, qui assume ses choix, et c'est ce qui l'a fait tenir alors que le monde s'écroule, et qu'elle voit des choses absolument horribles sur le front. Mais cette ténacité, cette résilience, et c'est surtout cette capacité à se dire que l'espérance n'est pas morte quoi qu'il arrive, et que l'homme n'est pas, quoi qu'il arrive, de la chair à canon, mais qu'il a le droit d'espérer, d'exister, de s'épanouir, de vivre, d'aimer, et donc elle va, même sur le front, elle va poursuivre cette quête de trouver des raisons d'espérer, de chercher la lueur au fond de l'obscurité. Quand tu arrives avec ça chez l'éditeur, qu'est-ce qu'il dit l'éditeur? Eh bien... Est-ce qu'il y a eu un gros retravail ou bien... Non, en fait, l'éditeur... Comment ça s'est passé? Le premier contact avec l'éditeur, c'est quand je ne tenais pas encore mon récit tendu. Donc, je l'ai pris à témoin. Et donc j'avais fait une première construction autour de cet été 1914 avec les flashbacks. Tu étais déjà chez cet éditeur-là? Oui, parce que mon roman précédent était chez Kallman déjà. Donc c'est déjà un moment,
avoir un interlocuteur Oui, privilégié. j'avais. Et donc du coup... Il y en a qui attendent d'avoir le roman fini pour l'envoyer. Quoi. Oui, oui, ici, oui. on va le travailler ensemble. Oui, oui, donc j'ai pu envoyer cette première mouture. Voilà. Et là, j'ai eu le retour d'éditeur qui a confirmé ce que je pensais, qui est que je ne tenais pas encore ma structure finale et ma tension du récit. Et donc j'ai pris son avis qui finalement validait le mien, et je suis reparti travailler. Et ensuite, je lui ai donné le récit définitif que j'avais dénoué. Et là, il ne s'est plus agi que de quelques corrections, que de quelques raccourcissements de scène, mais pas beaucoup plus. Ah non, parce que bon, sur 14-18, j'ai entamé la discussion tantôt en parlant d'un autre ouvrage Oui. tout le monde a déjà écrit là-dessus. Oui. Or, justement, tu vas chercher et tu Oui. construis et tu rythmes ton récit, justement, qui fait qu'on l'est pris dès le départ. Oui. Et comme tu dis, j'aime bien le ressort que tu as cité un petit peu, ça. Et le temps. C'est ça, et moi je n'ai pas fait un roman sur la guerre de 14-18. J'ai lu, avant d'écrire, j'ai lu tous les auteurs de la guerre. Tu as travaillé sur les personnages, vraiment. Quoi. Voilà, j'ai travaillé sur les personnages, et c'est plutôt les quelques semaines avant et quelques semaines après la déclaration de guerre. Et c'est pas vraiment un roman sur la guerre, c'est plus un roman sur la déflagration. Voilà. Que la survenance de la guerre a provoqué. Et c'est surtout la relation des personnages. Et c'est surtout la relation de Jeanne et son frère, et de Jeanne et sa famille. Voilà, exactement. La couverture, le petit bandeau. Oui, la couverture, c'est un peintre que Jeanne croise dans un café qui s'appelle Soutine, qui vient d'Europe de l'Est, et qui a peint ce tableau qui est sur le bandeau du livre, qui s'appelle Le Village, qui est exposé à l'Orangerie à Paris. Et Soutine a une patte très tourmentée dans la peinture, et donc ce village a l'air de s'effondrer sur la toile. Et j'ai trouvé que ça correspondait bien. C'est un écorché vif, hein, Soutine. Exactement, absolument. Et j'ai trouvé que ça correspondait bien à l'effondrement de l'époque, et au titre La loi du désordre, comme s'il devait y avoir une fatalité qui fait que quelle que soit l'éducation et l'apprentissage de l'homme, il provoque sa perte, quoi qu'il arrive. On le pensait au début du XXe siècle, on le pense peut-être encore aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, et finalement, est-ce à dire qu'on n'apprend pas et qu'on est constamment amené à vivre le plus grand désordre? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une loi du désordre? Et Jeanne s'évertue à penser que l'humain peut tordre cette loi du désordre et faire accéder à une plus grande humanité. Et elle y croit, elle va se battre pour y croire encore, malgré tout ce qu'elle va voir sur le front. Eh bien, Philippe, j'ai eu énormément de plaisir à lire l'ouvrage. Merci. On va le faire humer maintenant à nos auditeurs. Je pense que tu auras des lecteurs qui seront heureux de te rencontrer aussi à nouveau en librairie. Merci pour ta lecture et merci pour cet échange. C'était très amusant. Merci. Voilà. Au plaisir, Philippe. Au plaisir.